Président Val, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous êtes âgé aujourd'hui de 68 ans, militaire de formation à l'Académie royale militaire de Meknès au Maroc et titulaire d'une licence de droit. Avant cela, vous avez fait tout votre cursus secondaire dans les écoles militaires françaises jusqu'au baccalauréat, notamment au Mans, à Aix-en-Provence et Autan. Vous avez commencé votre carrière militaire en commandant en pleine guerre du Sahara occidental les postes militaires de la région nord. Entre autres fonctions importantes, vous avez occupé celle de directeur général de la Sûreté nationale, la police nationale mauritanienne, un poste occupé pendant 18 ans, de 1987 à 2005. Le 3 août 2005, à la tête de l'armée mauritanienne, en compagnie d'un certain Mohamed Ould Abdelaziz, vous renversez le régime du président Maouya Ould Taya et créez le Conseil militaire pour la justice et la démocratie. Votre coup d'État est formellement condamné par la communauté internationale qui se ravise par la suite pour reprendre ses relations avec votre régime qui avait un large soutien populaire. Il faut le dire, l'usure du pouvoir du président Taya était manifeste à l'époque. Eli Ould Mohamed Val, depuis lors beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. L'actuel président de la République qui se trouve être votre cousin, Abdelaziz, est au pouvoir depuis 7 ans à la suite d'un putsch qui a mis fin au premier pouvoir démocratiquement élu de la Mauritanie avec le président Abdallahi. Quelle est la différence entre les années Val et les années Aziz? La différence est toute simple. Premièrement, le changement qui a été opéré en 2005 a été un changement opéré contre un régime politique qui avait atteint les limites de ses possibilités. Et ce changement a été opéré dans un consensus national total. Ça veut dire que pas un seul Mauritanien, je dis bien pas un seul Mauritanien n'a, si vous voulez, été en dehors de ce changement. Et je vais rappeler des faits qui doivent être, premièrement, le premier jour de ce changement. Nous n'avons même pas imposé un couvre-feu le premier jour de ce changement. Et donc la situation est restée telle qu'elle est parce que nous savions parfaitement que les Mauritaniens adhéraient de façon totale et de façon définitive à ce changement et que ce changement était souhaité, était le bienvenu et que tous le souhaitaient de bon cœur. Premièrement. Deuxièmement, le gouvernement qui était en place a géré le pays pendant une semaine sous mes ordres. Donc, nous n'avons absolument pas... C'est vous montrer l'adhésion totale des Mauritaniens, le changement le gouvernement de Ould Taya, sur lequel le coup d'État qui était, si vous voulez, en gestion de la responsabilité des pays au moment du coup d'État, a continué à gérer l'État pour éviter tout vide politique et pour éviter tout vide administratif et politique du pays, a continué à gérer l'État sous mes ordres pendant une semaine. Et vous avez attendu qu'il soit absent du pays? Je pense que c'est une commodité. C'est beaucoup plus une commodité qu'une commodité. Et pour limiter tout risque, bien que les risques sont extrêmement limités à l'époque, parce que tout le monde, comme je vous ai dit, voulait que ce changement soit opéré parce que tout simplement la situation est arrivée à un stade où le pays risquait à tout moment d'aller dans l'aventure et à partir de là, évidemment, le changement était nécessaire, était souhaité et par conséquent, le fait qu'il soit opéré au moment où il était en dehors du pays était tout simplement une façon de, si vous voulez, de nous assurer qu'il n'y ait pas le moindre risque que nous atteignions presque le risque zéro. C'est tout simplement alors que sa présence dans le pays pouvait constituer un risque de réponse aussi limité soit-elle, nous n'en voulions pas et c'était la seule raison que... Alors ça c'est le deuxième point. Le troisième point que je voudrais signaler, c'est que ce changement qui a été opéré en 2005 et dont je viens de décrire l'ambiance dans laquelle il s'est passé et auquel a adhéré donc, je dis bien, aussi bien l'ensemble des gens qui étaient au pouvoir comme l'opposition, comme les Mauritaniens qui étaient à l'extérieur et donc dans un consensus national total.
le troisième point que je voudrais souligner, ce sont les objectifs de ce changement. Les objectifs de ce changement étaient très clairs. Il ne s'agissait ni de légitimer le colonel Ali Ould Mohamed Wade, ni d'en faire, si vous voulez, un président. Il s'agit, si vous voulez, au contraire, de réorienter le pays après pratiquement 30 ans ou 35 ans de pouvoir militaire, de réorienter le pays vers une nouvelle façon de voir les choses et une autre perspective politique pour le pays. Et c'est pourquoi, dès le premier jour, nous nous sommes inscrits dans une logique totale de, si vous voulez, de non-continuité de ce qui avait opéré ces changements. Au contraire, il s'agissait tout simplement de reprendre les affaires du pays, de mettre les Mauritaniens ensemble et de trouver une solution politique définitive pour le pays dans le consensus national. Et par conséquent, cette vision était une vision qui n'avait... Et c'est pourquoi, dès le premier jour, nous avons pris une ordonnance du Conseil militaire à l'époque qui avait opéré ces changements et qui était au pouvoir. Et cette ordonnance, tout simplement, stipulait que ni le président de ce Conseil, ni les membres de ce Conseil, ni les membres du gouvernement et toute personne ayant exercé une responsabilité haute l'État ne pouvait présenter aux élections prochaines pour déclarer de façon étonnée qu'il n'y avait absolument aucune possibilité, si vous voulez, de légitimation de quiconque, de tous les gens qui ont opéré ce pouvoir et qui ont opéré ces changements et qui vont les gérer uniquement dans le cadre de... Voilà l'ambiance de 2005. Absolument. Vous respectez donc votre parole, une présidentielle organisée à laquelle vous ne vous présentez pas. Le président Abdoulaye est élu, mais un an après ou moins d'un an après, il est victime de putsch. Aziz qui est aujourd'hui au pouvoir depuis 7 ans. Je disais tout à l'heure, quelle est la différence entre la différence est très simple. Les années Aziz. Parlons maintenant des années Aziz. Le premier changement de 2005-2007, c'est celui que je vais décrire de façon très claire. Le changement de 2008, lui, est un changement extraordinaire. Ce que j'ai dit, moi j'ai dit que ce n'est même pas un coup d'État, ce n'est même pas un changement, il s'agit d'une rébellion d'un individu. Une rébellion d'un individu, par quoi? Qu'est-ce qui a provoqué le changement de 2008? Le changement de 2008 a été provoqué par le fait que cet officier qui était en charge de la sécurité d'un président élu au bout du processus de 2005-2007, élu dans une totale transparence, élu dans un consensus national total et qui a été reconnu par toutes et qui a été accompagné, si vous voulez, par la communauté internationale qui a pu vérifier de toutes les opérations de ce processus et qui a été inclusif de toutes les forces politiques du pays, aussi bien à l'extérieur. Et au bout, on arrive à un président qui est, d'un point de vue, en tout cas, du possible, a été élu de la façon... Et donc, qui bénéficie d'une légitimité totale et qui bénéficie, si vous voulez, d'une acceptation totale de tous les Mauritaniens et de la communauté, et reconnu par ses adversaires politiques qui se sont présentés et reconnu par toute la communauté internationale. Et en 2008, un officier chargé de sa sécurité ne lui convient plus, il le relève, et quand il le relève, il dit en face du monde pour justifier son comportement, il m'a enlevé, je l'ai enlevé. Voilà la modification qui a été officiellement, si vous voulez, voyez-vous, voilà c'est la différence. Et donc, c'est un comportement, une rébellion d'un individu, c'est un comportement d'un individu à l'égard du premier magistrat du pays, à l'égard des institutions du pays. Et tout de suite, il s'est inscrit dans l'esprit de la légitimation. Ça veut dire, je suis là, j'y reste et j'y demeure jusqu'à la fin des temps. C'est justement... toute la différence est là. Donc, c'est toute la différence. Je ne sais pas s'il est président à vie, mais il est au pouvoir quand même depuis 7 ans. Le fait d'avoir organisé 2 élections présidentielles à l'issue desquelles il a été élu par les Mauritaniens, est-ce que cela ne peut pas être considéré comme une avancée démocratique? Alors, parlons de ces élections. Premièrement, la première élection s'est faite quand il y a eu le coup d'État. L'ensemble des Mauritaniens se sont élevés, et l'ensemble des forces, en tout cas politiques, de la Mauritanie s'est élevé contre ce coup d'État. Parce qu'ils considéraient que c'est un coup d'État immoral, irresponsable et
est générateur de tous les risques pour le pays. Et aujourd'hui, on voit qu'ils avaient raison. La communauté internationale, pour des raisons inavouées, a fait pression sur cette opposition démocratique afin de trouver une solution, et on a abouti, si vous voulez, à l'accord de Dakar, le fameux accord de Dakar. Ici à Dakar, qui a poussé un président démocratiquement élu finalement à démissionner. Mais avec le recul, comment vous comprenez l'attitude de la communauté internationale, comme vous le dites? Je pense que cette communauté internationale, dans un contexte sécuritaire extrêmement exacerbé, et surtout de la région, et particulièrement de la zone Mauritanie-Mali, et Mali-Niger, dans une telle, a voulu tout simplement, je pense qu'elle n'a pas voulu a priori, si vous voulez, légitimer le pouvoir tel qu'il est aujourd'hui. Vous pensez que la communauté internationale a voulu faire d'Aziz un partenaire pour faire face à cette situation d'insécurité à l'époque déjà? Non, je pense que au début, ceux qui ont poussé à cet accord de Dakar, et qui ont voulu à tout prix qu'il y ait un accord, quel qu'en soit le prix et quel qu'en soit, qui ont fait pression sur l'opposition mauritanienne et sur l'opposition démocratique mauritanienne, n'avaient qu'un seul souci, c'est d'éviter qu'il y ait un vide politique, qu'il y ait un chaos qui peut être suivi d'un vide politique. Je pense que c'est le souci majeur, et que cet accord pouvait amener à des élections qui forcément pouvaient ne pas être gagnées par l'intéressé lui-même. Malheureusement, ils ont été floués par le monsieur en question. Ils ont été totalement floués. Vous dites toujours monsieur en question. Il n'est pas président de la Mauritanie? Alors, en plus d'être votre cousin, vous avez des liens de parenté? Oui, écoutez, le cousinage, la parenté, en ce qui me concerne, ne compte pas quand il s'agit de la Mauritanie, et quand il s'agit, si vous voulez, des responsabilités publiques. Cela n'a absolument aucune... Et la preuve, si je voulais ne mettre en perspective que cet aspect, je ne serais pas dans la position où je suis aujourd'hui par le pouvoir, et dans laquelle j'ai été depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Quand vous l'appelez monsieur, cela veut dire que vous ne le reconnaissez pas comme président de la Mauritanie. Mais absolument, je reviens pour vous dire pourquoi. Vous ne le reconnaissez pas. Je ne lui reconnais aucune élection qui peut produire de la légalité ou de la légitimité, ni la première ni la deuxième. Mais je m'explique. Je dis bien, la première a été faite à la suite de l'accord de Dakar. L'accord de Dakar, et dès que la préparation des élections a été entamée, il a floué l'accord de Dakar au pied. Il n'en a pas respecté un seul terme. Il n'en a pas respecté un seul terme, ni les délais, ni les pratiques, et pratiquement il a refusé de discuter du processus de transparence, des élections. Et par conséquent... Et l'accord, c'était quoi? Qu'il ne se présente pas aux élections? Qu'il fasse comme vous aviez fait, l'accord de Dakar? Non, l'accord de Dakar lui donnait la possibilité, ce qui était une erreur d'ailleurs monumentale, et qui était immoral, parce que quand on vient, et quand je dis bien, quand on enlève un président démocratiquement élu, reconnu par les Mauritaniens et par la communauté internationale, et qu'on justifie par il m'a enlevé parce qu'il a été relevé de ses fonctions, c'est d'abord immoral qu'on ait accepté qu'il puisse se présenter. C'est déjà une erreur de base qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais venons-en fait, il lui a été autorisé, pour trouver un accord, semble-t-il, de pouvoir se présenter. Ok, mais l'accord qui a été trouvé n'a pas été respecté, et encore là, la communauté internationale, au lieu de réagir, a tout simplement laissé faire. Et c'est ça qui est extraordinaire et est inacceptable, et d'un point de vue. Mais de toute façon, cette élection est une élection qui a été une élection gérée de façon unilatérale et de façon correcte. Il en a fait ce qu'il voulait, il s'est légitimé avec cette élection. Quant à la deuxième élection, qui a eu lieu en octobre 2014, vous savez dans quelles conditions l'ensemble des forces démocratiques et l'ensemble des partis du pays et tous les candidats potentiellement présidentiables
ont refusé de participer à cette élection. Pourquoi vous ne vous étiez pas présenté, vous, personnellement? Pour des raisons, parce que tout simplement, en dehors d'une solution politique qui peut, si vous voulez, mettre le jeu politique dans la transparence, il était tout à fait inutile et dérisoire et irréaliste de participer à une élection qui est organisée par quelqu'un qui a fait ce qu'il a déjà fait en 2008 et qui a fait ce qu'il a fait en 2009 et qui continue depuis l'élection de 2009 à se comporter de la même façon. Voyez-vous, on ne fait pas ce qu'il a fait en 2008 et en 2009 pour partir en 2014. C'est sûr, quand il se présente en 2014, c'était je continue ce que j'ai fait et j'ai le même comportement que j'ai eu en 2008 et en 2009. Et par conséquent, toute candidature dans un tel contexte était une candidature qui ne portait pas à conséquence. C'est pourquoi personne ne s'est porté candidat et qu'il est allé tout seul et qu'il a gagné ses élections de façon unilatérale. Mais la légitimité, il ne peut même pas l'avoir par le taux de participation parce qu'à peine 20% des Mauritaniens ont participé à cette élection. Il en a obtenu 80% alors qu'il utilisait l'État, il utilisait l'administration, il utilisait le gouvernement, la CNI qui était une CNI unilatérale qui était à sa botte. Tous les éléments, il en a obtenu 80% des 20% des gens qui ont participé à cette élection. Alors, quelle légitimité peut-on et quelle légalité peut-on aujourd'hui invoquer à l'égard de ces régimes? C'est pourquoi je ne parle pas en ce qui me concerne que de monsieur, j'ai dit ce monsieur et pas autre chose. L'ancien président de la Mauritanie, Elie Ould Val, est l'invité du grand jury de la RFM, mais la finalité de tout pouvoir, s'il fonctionne normalement, bien sûr, c'est de changer quand même le vécu des populations. Quelle est la situation aujourd'hui des Mauritaniens? Vivent-ils mieux? Alors, excusez-moi, mais je vais vous donner encore un élément comparatif. Oui. En 2005-2007, nous avons trouvé un pays qui croupissait sur sa dette extérieure. Et un pays qui avait 20 milliards de dettes intérieures où toutes les entreprises qui étaient engagées avec l'État étaient à l'arrêt. Nous avons réglé le problème de la dette intérieure de 20 milliards pour les entreprises mauritaniennes, pour les particuliers et pour tous les acteurs économiques, ce qui a permis au pays de redémarrer, si vous voulez, économiquement. Nous avons négocié avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale la dette mauritanienne de 800 millions de dollars qui a été rétrocédée à la Mauritanie, et la conséquence immédiate, c'est que la Mauritanie payait 40 millions de dollars tous les ans en service de la dette et de ce fait était obligée de budgétiser chaque année 40 millions de dollars de service de la dette et se trouvait face à 8 millions et ne payait plus. La transparence, si vous voulez, et la bonne gestion qui a été instaurée a mis l'État dans les meilleures conditions possibles. Nous avons fait démarrer le pétrole, nous avons fait démarrer la mine d'or qui venait juste de démarrer. Bon, et donc, on sait ce qui est advenu quand même du pétrole. Hein. On a très tôt crié, que la Mauritanie avait du pétrole, mais après il y a eu une grosse déception derrière, Monsieur le Président. Vous êtes d'accord? Non, ça c'est un autre aspect. Que le pétrole, que les espérances du pétrole n'aient pas été à la hauteur. C'était un mirage. Voilà, c'était un mirage. Mais le pétrole a continué quand même à donner certains revenus. Mais pas à couler à flot, on est bien d'accord. On n'est pas le Koweït, on n'est pas l'Arabie Saoudite, on n'est pas la Guinée équatoriale. Mais le pétrole, quand même, a continué à générer des revenus. Et maintenant, est-ce que les Mauritaniens vivent mieux ou ne vivent pas mieux? Non, je veux dire, c'est la situation qui a arrêté. Deuxièmement, il s'est appliqué à cela une situation internationale extraordinaire et exceptionnelle. Le prix de l'or a été multiplié par 3, le prix du fer a été multiplié par 3, et donc pendant ce mandat de 5 ans, il y a eu une telle aubaine qui est du fait de ce qu'il a trouvé comme modèle de gestion et du fait des circonstances internationales. Ça a été une aubaine extraordinaire. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il n'a absolument fait. Aujourd'hui, le pays est dans la situation où il est. Aujourd'hui, le pays est revenu à un endettement de 80%, où il doit payer d'ici
pendant cette année dans les environs de 30 millions de services de la dette et d'ici 1 an à 2 ans 40 millions à 50 millions de services de la dette, tous les ans sur le budget de chaque année qui va greffer les possibilités d'investissement pour notre pays. La société d'or aujourd'hui est mise en cause pour corruption par l'État américain à cause de la mauvaise gestion et des rapports de pouvoir avec elle. La SLIM, la société de fer, est pratiquement en faillite. 2 sociétés qui sont des filiales, elles, sont déjà pratiquement virtuellement en faillite et la société est en train d'aller en faillite même, et aujourd'hui elle ne générera pas grand-chose. Voici la situation qu'elle a. Alors, c'est tout simplement le pays est dans un tel et je vous dis, c'est pas moi qui parle. Ici je vais vous dire tout simplement ce qu'en pensent les gens indépendants, Voici ce que dit l'ONU aujourd'hui. Ce que dit l'ONU aujourd'hui révèle le taux de pauvreté inquiétant en Mauritanie. Voici la situation. Voilà, je vous lis le rapport annuel sur la situation de l'agriculture et de l'alimentation de 2015, publié récemment par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, révèle que 71,3% des Mauritaniens vivent avec moins de $2 par jour. Et 23,5% d'entre eux vivent avec moins de $1,25 par jour. Voici la situation aujourd'hui dans laquelle le pays a été mis. Je continue. Excusez-moi encore que je vous dise. Oui, il y a d'autres sujets quand même, il faut qu'on avance un peu. Je vous dis la situation. Oui. Je pense qu'il est important qu'on prenne bien compte de la situation. La Banque mondiale, qui est quand même un arbitre dans cette affaire-là, dans un rapport récent dit que la Mauritanie est le pays la Mauritanie est parmi les pays les plus fragiles économiquement. Un rapport de la Banque mondiale a qualifié la Mauritanie de pays fragile dans la situation économique et sociale, souffre de problèmes multidimensionnels. Le rapport des FMI publié au mois d'octobre dernier ajoute que la pauvreté a augmenté dans les centres urbains. Vous voyez ? Abordant le volet social, le rapport a souligné que toutes les composantes du pays se plaignent de la marginalisation et de l'exclusion du pouvoir. Le rapport a parlé du secteur agricole. Les auteurs du rapport ont considéré que le désengagement de l'État de l'achat du riz est susceptible de mettre en difficulté un pays dont le périmètre cultivable ne représente que 0,1%. Très bien. Monsieur le Président Oulval, mais on va résumer quand même. Le rapport aussi conclut, je résume, le rapport conclut que les plus grands défis auxquels le pays fait face sont relatifs à la pauvreté, à la gabégie, je dis bien, qui est signée, et la fragilité de la cohésion sociale. Vous voyez la situation dans laquelle, dans l'aspect économique du pays, est aujourd'hui, notre pays est aujourd'hui. Ce n'est pas le paradis que vous décrivez en Mauritanie, on a tout compris, mais permettez, quelle est aujourd'hui... J'ai décrit la réalité. D'accord. Comment qualifiez-vous aujourd'hui quand même la situation des droits de l'homme en Mauritanie, parce que votre pays est souvent épinglé sur ce point. On a le sentiment, pour donner l'exemple de Brahim Da Abeid qui est en prison, on a le sentiment que l'opposition n'élève pas suffisamment la voix contre cet emprisonnement. Pour vous permettre de répondre à la situation des droits de l'homme en Mauritanie. Alors je vous dis tout simplement, comment voulez-vous qu'un régime tel que celui qui sévit aujourd'hui dans notre pays puisse être, si vous voulez, de près ou de loin, un régime qui puisse gérer la situation des droits de l'homme dans une perspective normale. C'est impossible. C'est un régime putschiste, c'est un putsch d'un individu, c'est un putsch contre un président électoralement élu, c'est un régime qui n'a aucun ancrage, si vous voulez, populaire dans le pays, et c'est un régime qui est, si vous voulez, en quelque sorte, qui se tient par la force. C'est une dictature. Pardon ? C'est une dictature. C'est pire qu'une dictature. C'est quelque chose d'atypique, si vous voulez. C'est même pas une dictature. Oui, c'est quelque chose d'atypique. En même temps, pourquoi Biram Da Abeid
ne vous mobilise pas. Je continue d'abord l'analyse globale de l'aspect. Oui. Comment voulez-vous que dans de telles conditions politiques, un pays peut-être puisse respecter les droits de l'homme? C'est impossible. Un pays qui exclut tous les opposants, un pays qui réprime, un pays corrompu, un pays dont un régime qui est totalement corrompu et qui est décrié aujourd'hui de l'intérieur pour corruption et de l'extérieur. Et comment voulez-vous qu'il respecte les droits de l'homme et qu'il passe ses vies de droits de l'homme? C'est un problème qui ne concerne pas monsieur Abeid. C'est un problème qui, général Abeid, n'a été que d'une victime physique effective. Mais tous les Mauritaniens... Mais en même temps, l'indifférence ne se justifie-t-elle pas par le fait qu'il soit un militant anti-esclavagiste? Voilà, j'arrive. Alors, aujourd'hui, tous les Mauritaniens sont victimes de cette situation. Peu ou prou, leur situation est une situation de précarité par rapport aux droits de l'homme. Leurs droits élémentaires ne sont même pas respectés. Personne n'a un droit élémentaire aujourd'hui respecté dans ce pays. Et c'est pourquoi parler de problèmes de droits de l'homme, à partir, si vous voulez, à partir d'un individu ou à partir d'une personne ou à partir d'un groupe est une illusion qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, quand on parle des droits de l'homme, il faut parler des droits de l'homme par rapport à tout le peuple mauritanien. Les cas qui se distinguent aujourd'hui dans le pays sont des cas qui se distinguent parce que le hasard a voulu que tel ou tel a été Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est pas parce que M. Abeid est un militant anti-esclavagiste? Non. Écoutez, Abeid est un militant anti-esclavagiste. Oui. Il a eu des positionnements à un moment donné qui n'ont pas plu au pouvoir, qui est en train de faire des discours qu'il a solutionné tel problème, alors qu'il n'a absolument solutionné aucun problème et qu'il est incapable de solutionner un problème quelconque. Permettez-moi de vous dire que, je vais vous dire, sur 150, la dernière session à Genève sur les droits de l'homme, sur 150 remarques faites à la Mauritanie, 40 remarques ont été faites par rapport à l'esclavage. Alors qu'en 2010, il n'y en avait que 18. Alors, voyez-vous la différence quand on parle d'avoir résolu tel problème ou tel problème. Donc la pratique de l'esclavage est une réalité aujourd'hui en Mauritanie, malgré son abolition officielle. Non, la pratique de l'esclavage, et il faut pondérer ces termes et pondérer ces exceptions. La Mauritanie est un pays comme toute la zone ouest africaine et toute la zone sahélienne, qui est un pays, si vous voulez, et qui a connu ce phénomène. Il l'a connu. L'État mauritanien, depuis l'indépendance, a essayé de légiférer, a essayé de régler. Il y a encore des pesanteurs sociaux, il y a encore des pesanteurs politiques, il y a encore des tas de pesanteurs. C'est en Mauritanie connu, c'est connu dans tous les Sahel, et c'est connu dans toute l'Afrique, et c'est connu un peu partout dans le monde. Mais les pesanteurs encore chez nous sont aussi forts. Mais ce n'est pas un esclavage d'État, ce n'est pas un esclavage d'une ethnie, ce n'est pas contre quiconque. Ce sont des survivances d'une situation que nous avons vécue historiquement. Et je continue et je dis bien, qui doivent être éradiqués, contre lesquels nous devons lutter, qui doivent interpeller tous les Mauritaniens. Elle ne concerne pas, je veux dire qu'elle ne doit pas concerner un groupe ou des individus. Non, et il doit interpeller tous les Mauritaniens, et tous les Mauritaniens doivent faire en telle sorte qu'ils se débarrassent de cette situation-là. Vous m'excusez d'insister quand même sur M. Abeid. Est-ce que vous réclamez sa libération? Mais parfaitement. Je réclame la liberté pour M. Abeid plus que quiconque. Je réclame la liberté pour tout le peuple mauritanien qui est aujourd'hui dans un camp de concentration généralisé par un régime. C'est quand même exagéré, monsieur Non, le ce n'est pas exagéré. Camp de concentration, ça rappelle une époque de triste mémoire. Je n'exagère pas. Je dis bien, à partir du moment où on n'a plus de quoi vivre, à partir du moment où les libertés sont des libertés extrêmement tendues, ou à partir du moment où les rapports entre l'État et tous les partis politiques et toute l'opposition, tout ce qui s'oppose à lui sont tendus et sont dans cette perspective, je considère que nous sommes dans une situation d'anormalité totale. Alors, le mandat en cours du président Aziz en Mauritanie se termine en 2019. On est encore loin de cette date. Mais qu'attendez-vous
comme réforme institutionnelle, voire socio-économique aujourd'hui en Mauritanie? Si vous voulez poser la question par rapport au régime qui est en place ou par rapport à ce qui doit se faire dans notre pays. Au pays. régime en place et à ce qui doit se faire, bien sûr, quand on parle de réforme. S'agissant du régime en place, je n'attends rien de lui. Je n'attends absolument rien de lui parce que il a connu toutes ses limites à partir d'un discours populiste, et à partir de la situation chaotique dans laquelle il a mis le pays. Et je n'attends absolument rien du régime, mais ce que j'attends, c'est un changement. Et sans changement, et je vous dis tout de suite... Le départ du président Aziz, pardon ? C'est ce que vous voulez, son départ du pouvoir ? Mais le départ ou rester n'est pas une fin en soi. Ce que j'attends, c'est une solution politique où le peuple mauritanien souverain se réapproprie ses problèmes et décide de son destin et décide de qui veut le gérer et qu'il ait la capacité... Puisque la prochaine présidentielle, c'est dans 4 ans. Non, j'ai dit qu'il décide de qui il veut qu'il le gère, mais qu'il décide aussi et qu'il puisse aussi décider des contrôles à exercer sur lui dans la transparence la plus absolue. C'est ça que j'attends et ce que je veux. Ce n'est pas une affaire d'individu, ce n'est pas une affaire... Mais croyez-moi, dans une telle ambiance, dans une telle perspective, celui-là ne risque pas d'être là, croyez-moi. Ah oui? Absolument. Il a quand même 4 ans, il en a pour 4 ans. On va également parler de la dimension limitation du nombre de mandats. Il est censé faire 2 mandats. Est-ce que vous croyez qu'au terme du mandat en cours, il va s'en arrêter là? Écoutez, en ce qui me concerne, j'en doute parce que je ne vois absolument aucune perspective qui puisse me montrer qu'il a l'intention d'en rester là. Je dis bien, ce qui s'est passé en 2008, 2009, 2014 est déjà assez éloquent. Ce qui se passe aujourd'hui, l'opposition depuis 3 ans ou 4 ans fait des pieds et des mains pour essayer d'avoir une solution politique avec le pouvoir, afin d'éviter au pays un chaos et afin d'éviter au pays une solution de violence qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle peut produire. Est-ce que vous, personnellement, en tant qu'ancien président, vous avez essayé de prendre langue avec le président Aziz? Parce que vous avez une façon de vous opposer assez particulière. Hein? Vous n'avez pas de parti politique, mais vous dénoncez quand même le régime actuel. Je n'ai pas de parti politique, mais j'agis sans être si vous voulez, sans l'institutionnaliser au sein d'un forum politique qui regroupe l'ensemble de l'opposition démocratique de mon pays. Et par conséquent, j'agis dans ce cadre et j'agis en conformité des prescriptions de cet ensemble-là. Et j'agis dans cet esprit-là, sans être évidemment, si vous voulez, un chef de parti. Ce forum, aujourd'hui, est un forum qui renferme les partis politiques, qui renferme la société civile et qui renferme des personnalités indépendantes. Et qu'est-ce qui vous empêche de prendre langue avec le pouvoir? Il ne s'agit pas de moi. Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'un problème personnel pour moi. Le pouvoir doit prendre langue avec l'ensemble des Mauritaniens. Ce n'est pas avec moi. Ce n'est pas une fin en soi et moi, je n'ai pas besoin de prendre langue avec le pouvoir, ni à titre personnel, ni à titre collectif. Il s'agit de prendre langue avec les Mauritaniens. Il s'agit de prendre langue avec l'opposition démocratique dans son ensemble et dans sa représentativité parce qu'elle a une représentation et de poser les problèmes du pays sur une table et de les résoudre. Et donc, il ne s'agit pas d'un problème de personne. Invité du grand jury de la RFM, Elie Ould-Val, ancien président de la Mauritanie, on va avancer un peu pour aborder un autre sujet. Le terrorisme est devenu une réalité en Afrique, plus particulièrement dans la région du Sahel. La preuve, la prise d'otages qui s'est soldée par près de 30 morts à l'hôtel Radisson de Bamako au Mali. C'était vendredi dernier. Le Mali, c'est la porte d'à côté. Une semaine avant, il y a eu les attentats de Paris en France avec 130 morts. Quand on voit aujourd'hui aussi Boko Haram et d'autres groupes qui utilisent la violence, quelle compréhension avez-vous du phénomène terroriste dans notre sous-région?
Alors, écoutez, d'abord, s'agissant de la Mauritanie en particulier et dans notre sous-région de façon plus générale, je voudrais tout simplement attirer à votre attention que le problème de l'insécurité dans Mauritanie particulièrement et dans la sous-région n'est pas nouveau, mais en Mauritanie particulièrement. Et ici encore, je ne voudrais pas, en tout cas, afin que vous ne m'accusiez pas encore, si vous voulez, d'excès de langage. Je n'ai pas d'accusation à porter. D'excès de langage, tout simplement, que quand vous me dites, vous ne pensez pas que c'est exagéré. Oui, quand vous avez parlé de camps de concentration, qui nous a rappelé un peu la période hitlérienne. Globale et générale. Parce qu'il y a des camps de concentration, si vous voulez, qui sont limités géographiquement, mais il y a aussi des camps de concentration qui peuvent être géographiquement plus larges. Alors, je vous rappelle tout court que ce problème de l'insécurité en Mauritanie particulièrement et dans le Sahel n'est pas nouveau. Alors pour être très clair, je vous donne quelques données globales et générales par rapport à la Mauritanie particulièrement. Alors, par rapport à la Mauritanie, le ministre britannique des Affaires étrangères a conseillé à ses ressortissants de se rendre dans une soixantaine de pays à cause de la situation sécuritaire. Le communiqué britannique qualifie certains parmi les pays de dangereux, citant comme exemple la Syrie, la Libye, l'Irak, le Yémen et la Mauritanie. Voyez-vous, la Mauritanie est mise sur le même pied d'égalité que des pays qui sont en état de guerre civile, la liste noire, que des pays qui sont en état de guerre et en état de guerre civile totale. Ça veut dire la Syrie, l'Irak, le Yémen et le Yémen. Vous voyez, la Mauritanie... Vous ne devriez pas en être fier en même temps en tant que Mauritanien, non? Non, pour moi, ce n'est pas une question de faire, c'est un drame. Je vous dis ça parce que j'estime que c'est un drame et parce qu'on se gargarise aujourd'hui de dire que ce régime participe à la sécurité, alors que ceux qui le disent, voilà ce qu'ils disent de la Mauritanie. Je dis bien, c'est ça le paradoxe. Ceux qui disent que ce régime aujourd'hui, participe à la sécurité dans la sous-région et qu'il sécurise la Mauritanie, voilà ce qu'ils disent par rapport à la Mauritanie. Je vais encore plus loin. La Mauritanie est parmi les pays où le niveau de sécurité est très bas. Le rapport de l'Institut de l'économie et de la paix a révélé le classement des pays les plus paisibles et les plus violents dans le monde à partir des critères de l'indice de la paix dans le monde, qui porte sur un indice de 162 pays. La Mauritanie occupe 122e place sur 162 pays. Voyez, toujours est-il que mondial dans le classement de l'année, le classement de l'année 2005. Oui. Je vais plus loin encore. Non, rappelons bien les faits pour situer la situation, pour bien situer la situation, pour c'est bien déterminer. Alors voilà. Troisième élément, la Mauritanie c'est la liste des pays les plus dangereux du monde. Une campagne qui déconseille aux touristes de se rendre dans certains pays dits dangereux a été lancée après l'écrasement de l'avion russe où 224 passagers de l'équipage ont trouvé la mort. Le journal The Independent a publié cet avertissement accompagné d'une carte réalisée par la société Statista spécialisée dans les statistiques sur le web. 18 pays qualifiés les plus dangereux dans le monde pour la vie des touristes figurent sur cette carte et la Mauritanie y figure. Très bien. Voyez-vous, résumons-nous. Quelle compréhension maintenant avez-vous aujourd'hui du phénomène terroriste dans le Sahel? Voici ce qui aujourd'hui, ce que pensent aujourd'hui ceux de la Mauritanie, ceux qui disent que ce régime participe à la sécurité de la sous-région. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler que 2008, 2009, 2010, ce qui s'est passé en Mauritanie et sur les frontières de la Mauritanie, ça veut dire l'enlèvement des Espagnols, l'attentat de l'ambassade de France, l'Américain Tillet, les 4 Français Tillet Alleg, les 4 Espagnols enlevés sur la route de Nouadhibou. Voilà le bilan, si vous voulez, sécuritaire de ce qu'aujourd'hui on affibile d'être un partenaire de la sécurité. Vendredi, c'était au Mali. Oui. Une semaine avant, c'était en France. Le Sénégal lui-même pense qu'il est sérieusement menacé par des attaques terroristes. Quelle solution alors, après nous avoir dit ce que vous comprenez du phénomène, quelle solution préconisez-vous face à ce phénomène terroriste, avec tous les amalgames aussi de part et d'autre, en tant qu'ancien président, militaire de formation, de surcroît ancien directeur général de la police nationale mauritanienne? Alors, si vous voulez,
Pour répondre à votre question, il n'y a absolument pas de solution miracle. Le terrorisme s'alimente d'un certain nombre de problèmes. Le terrorisme prend ses racines à cause d'un certain nombre de problèmes et il faut essayer, pays par pays, région par région et mondialement, d'essayer si vous voulez, de s'attaquer aux racines de ce problème. La première racine de ce problème est premièrement économique. Un pays pauvre ou des pays pauvres et qui n'offrent aucune alternative à leur population et à leur jeunesse. Et aujourd'hui, que ce soit en Mauritanie ou que ce soit de façon en général de Sahel, si vous voulez, le pourcentage de la jeunesse est extrêmement important, ceux qui sont classés comme la jeunesse, et qui sont aujourd'hui diplômés et qui sont aujourd'hui au chômage. Il faut apporter des solutions économiques à ce problème pour éviter que la misère, que la pauvreté, que, si vous voulez, le fait de ne pas pouvoir assurer sa pitance, si vous voulez, ne laisse en marge de la société cette jeunesse et ces catégories de qui sont facilement, qui peuvent devenir des cibles facilement, si vous voulez. Parlant de cibles, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, parce qu'il faut allez-y. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le problème de la corruption. Des États corrompus, des États dont les régimes sont corrompus et qui s'adjugent les revenus du pays et en font ce qu'ils veulent, évidemment, créent une frustration dans cette jeunesse et la même chose. Le troisième aspect, si vous voulez, et qui est un aspect extrêmement important, si vous voulez, et c'est tout simplement le fait d'avoir un État où les gens se sentent bien, un État où la démocratie, où le citoyen est respecté, où les droits du citoyen sont respectés. Sans ces trois éléments, nous donnons en pâtir notre jeunesse et notre population aux recruteurs de tous les extrémismes possibles. Qu'il soit aujourd'hui l'extrémisme islamiste ou qu'il soit un autre extrémisme, c'est exactement la même chose. Alors, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les pays africains, anciennement colonisés par la France, l'Afrique francophone autrement dit, soit la cible aussi du terrorisme? Je pense que ce n'est pas une situation qui est spécifique aux pays anciennement colonisés par la France, loin de là. Je pense que il se trouve que les pays anciennement colonisés par la France qui sont indexés aujourd'hui par le terrorisme sont un peu les pays les plus visés, en tout cas, sont les pays riverains de la zone saharienne. Et ce n'est pas par hasard, c'est une zone désertique de milliers de kilomètres dans laquelle, sur la berge desquels il y a des États qui sont des États extrêmement fragiles, extrêmement pauvres, tels que la Mauritanie, tels que le Mali, tels que le Niger, tels que le Tchad, tels que le Burkina Faso et tels que le Burkina Faso. Le Sénégal est exclu de votre liste. Le Sénégal, je pense qu'il a la chance d'être au-delà de ce contact et de cette frontière et de ce fait, mais le Sénégal ne sera jamais exclu parce que ce qui touchera la Mauritanie et le Mali touchera forcément le Sénégal d'une manière ou d'une autre. Réglons un problème. La Mauritanie, votre pays, est-il une cible du terrorisme ou une base de repli? Je dis que de façon très claire, je l'ai dit, je signe et je répète, que la Mauritanie a été une base de recrutement. Et la preuve, c'est que dans ce qu'on appelle aujourd'hui Al-Qaïda, ce qui s'appelait hier Al-Qaïda du Maghreb, et qui aujourd'hui s'est affilié, ou une partie s'est affiliée à Daesh, la nouvelle donne terroriste. Et qui a revendiqué la prise d'otage l'autre jour à Bamako, a recruté à bras en Mauritanie, et continue à recruter en Mauritanie, L'une de ces sensibilités de ces mouvements s'appelle El Mourabitoun, et qui est animée et dirigée par des Mauritaniens, et qui recrutent encore dans notre pays et qui ont de la sympathie dans notre pays. Et le cacher, ne pas le dire, c'est faillir à un devoir de solution, de pouvoir. Et vous conseillerez au Sénégal, par exemple, de surveiller sa frontière nord?
Mais parce que votre pays serait une base de recrutement et de repli. Le problème, il est évident que le Sénégal, comme j'ai dit, frontalier à la Mauritanie, frontalier au Mali, ayant sa population à cheval sur toute cette région-là et ayant des relations religieuses extrêmement imbriquées dans toute la sous-région, ne peut pas échapper, si vous voulez, et il a intérêt à aussi bien surveiller ses frontières, qu'elles soient au nord ou qu'elles soient à l'est ou qu'elles soient à l'intérieur de son pays. Il a intérêt à bien y regarder et à bien regarder ce qui se passe chez lui. Le contexte de ce terrorisme a fait naître un débat sur le voile intégral qui va jusqu'à l'interdiction du port de la burqa dans certains pays de la sous-région. Quelle est votre position sur cette question? Ma position est très claire en ce qui me concerne en tant que musulman, en tant que sunnite, en tant que malikite. La burqa, le voile intégral, je ne connais pas. Et en tant que musulman, ma mère ne l'a jamais porté. Mes sœurs ne l'ont pas porté. Ma grand-mère ne l'a jamais porté. Et pourtant, Dieu sait qu'elles sont beaucoup plus musulmanes et beaucoup plus dévotes que beaucoup de ceux qui aujourd'hui portent cet habit. Vous êtes pour son interdiction donc? Je ne pense pas que l'interdiction soit une solution en elle-même, mais je ne suis pas pour, si vous voulez, je ne suis pas pour la promotion de ce genre de choses. Je suis pour qu'on dise aux musulmans et aux musulmanes que cet accoutrement n'est pas un signe de religiosité particulièrement, n'est pas un signe, si vous voulez, de comment dirais-je, de respect total de l'islam. Ça n'a rien à voir. L'islam, c'est autre chose. L'islam, ce n'est pas un habit, ce n'est pas une apparence. Et l'islam, l'islam a édicté ce qu'il faut couvrir chez la femme. Et ce qu'il a dicté, la burqa et le voile intégral n'ont jamais été édictés par les exégètes de l'islam comme étant une obligation pour la femme musulmane. Je l'ai dit, je signe et je persiste. Élu Val, il nous reste 4 petites minutes. On va parler des relations entre le Sénégal et la Mauritanie. Pensez-vous que les blessures nées du conflit sanglant de 89 se sont aujourd'hui cicatrisées pour vous qui êtes un habitué du Sénégal? Vous êtes ici régulièrement. Alors, je vais vous dire tout simplement que j'ai eu à dire à l'époque, quand j'étais aux affaires et à la présidence, dans une rencontre avec M. Wade, qui était à l'époque le président du Sénégal, je lui ai dit tout simplement une chose très simple. Je lui ai dit, vous et moi, nous avons une chance immense que les rapports des Sénégalais et des Mauritaniens sont des rapports séculaires et qui se sont tissés à travers les siècles et à travers l'histoire, sans l'État du Sénégal et sans l'État de la Mauritanie, et avant l'État du Sénégal et avant l'État de la Mauritanie. Notre devoir, c'est de ne pas faire en sorte, si vous voulez, nous n'avons pas à construire une relation entre les Sénégalais et les Mauritaniens. Elle a déjà été construite depuis des siècres et des siècles. Au plan politique, comment vous jugez-vous cette coopération? J'en viens. Oui. Elle a déjà été construite. Nous n'avons pas besoin de construire une relation pour les Sénégalais et les Mauritaniens. Ce que nous avons, le devoir que nous avons, c'est de ne pas agir de façon à les mettre en cause. C'est ça notre devoir et le devoir de l'État sénégalais et de l'État mauritanien. Et par conséquent, je dis bien, les blessures des événements de 89 et des événements d'après, croyez-moi, ce sont des blessures dans le cadre d'une famille. Et les blessures dans le cadre d'une famille, vont se cicatriser, et ceux qui ont pu être cicatrisés, il a été cicatrisé sincèrement, parce que personne n'avait envie de ces événements. Personne n'avait envie qu'ils aient lieu. Personne n'avait envie qu'ils s'amplifient et personne n'a envie qu'ils continuent. Et c'est pourquoi j'ai dit la cicatrisation, elle est déjà là, oui. Et je pense que c'est en fait déjà acquis. Un point d'histoire, vous étiez quand même directeur de la police nationale mauritanienne à l'époque de ces événements. Il y a eu une rumeur ou même peut-être une information disant que les missiles du président Taya étaient pointés sur Dakar, sur le Sénégal. Est-ce vrai?
Était-ce vrai? Je vais vous dire tout simplement, Oui. si la Mauritanie avait les moyens d'avoir des missiles, croyez-moi, elle n'en serait pas là où elle est aujourd'hui. La Mauritanie n'a jamais eu les moyens d'avoir C'était faux. C'était faux. Elle n'a jamais eu le désir d'avoir des missiles. Et je vais vous dire, je vais aller plus loin. À la suite de la guerre, Irak-Koweït, les Américains ont aussi invoqué cette information que des missiles irakiens étaient implantés en Mauritanie et étaient pointés sur les États-Unis. À l'époque, le régime leur a dit, évidemment, il a démenti, mais il leur a dit, il n'est même pas utile que je démente. Je mets à votre disposition tous les stocks de l'armée nationale. Allez-y, les visitez un an. Allez où vous voulez. Entrez où vous voulez. Vérifiez par vous-même qu'il n'en est absolument rien et que cela n'a jamais existé et que cela n'existera pas. La Mauritanie est en dehors de la CEDEAO. On sait depuis 2008, votre pays a quitté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous êtes favorable au retour de la Mauritanie dans la CEDEAO? Écoutez, c'est la dernière question. En 30 secondes. Je pense que la CEDEAO, à un moment donné, la Mauritanie s'en est retirée. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Sincèrement, je ne pense pas. Parce que la CEDEAO offre à la Mauritanie et peut offrir à la Mauritanie un espace économique extrêmement important. Vous êtes pour le retour de la Mauritanie à la CEDEAO? Je ne suis pas contre à partir du moment où la Mauritanie... Vous n'êtes pas contre, vous êtes pour, non? Non, je ne suis pas contre à partir du moment où la Mauritanie négocie, si vous voulez, une adhésion à la CEDEAO en préservant un certain nombre d'intérêts qui lui sont propres. Comme par exemple votre monnaie? Le Ouguiya. Exactement, comme l'Ouguiya, comme la préservation de notre monnaie, les garanties de notre monnaie, tout ce qui peut de loin ou de près influer sur la bonne santé de notre monnaie. Merci, président Ould Val, ancien président de la Mauritanie de 2005 à 2007 plutôt. Merci d'être venu à l'émission Le Grand Jury, présenté avec un immense plaisir par Mahmoud Ibra Kane à la technique, Abdoulaye Diop. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain. Merci. Nakora